Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel de travaux pratiques d'électronique analogique. Dans cette vidéo, on va aborder un certain nombre de points associés donc à l'électronique analogique. Alors, pour faire bref, on va commencer ici cette vidéo. La première partie de cette vidéo consistera en une présentation du matériel que vous avez sous les yeux, à savoir les différentes alimentations utilisées en électronique, alimentation continue, alimentation alternative, générateur de fréquences en l'occurrence, les appareils de mesure, l'oscilloscope qui sera un des éléments centraux de ces travaux pratiques, le multimètre permettant de faire des mesures par exemple de résistance ou de tension continue, et la plaquette de manipulation, d'instrumentation sur lequel vous réaliserez vos montages. Voilà pour le matériel. Donc, dans la première partie, nous ferons une présentation générale de ce matériel. Et à partir de là, on commencera à aborder, donc deuxième partie, le principe de la mesure, des mesures en électronique, comment fonctionnent donc les alimentations, le principe de la mesure, mesurer une résistance, mesurer une tension, observer une tension alternative à l'aide de l'oscilloscope, principe de ce qu'on appelle la sonde de mesure, c'est cet objet qui sert donc dans le principe à faire des mesures électriques de tension alternative, et on appliquera ça sur un montage simple, un montage dit pont diviseur de tension que l'on mettra en œuvre donc sur cette plaquette. Enfin, troisième partie de cette vidéo tutoriel, de ce travaux pratiques en tutoriel. Donc, on effectuera, une fois qu'on aura vu tout ça, donc un montage un peu plus complexe, un montage donc basé sur l'utilisation d'un composant intégré, l'amplificateur opérationnel que je vous présente ici, que l'on verra en détail dans la suite, donc basé sur l'utilisation d'un amplificateur opérationnel et qui nous permettra donc de réaliser un montage non inverse. Voilà pour cette présentation. On va commencer donc tout de suite avec la présentation du matériel. On commence donc avec la présentation du multimètre. Le multimètre, c'est un appareil de mesure qui permet de faire des mesures multiples, d'où le nom multimètre. En l'occurrence, ici, il est réglé sur mesure de résistance. Vous avez ici en fait un sélecteur qui vous permet de choisir le type de mesure que vous souhaitez faire. Vous voyez donc, vous avez l'indication ohm ici qui donc permet de faire des mesures de résistance. Les autres types de mesures que permet un multimètre, ce sont classiquement des mesures de tension, alternatives et continues, des mesures de fréquence, des mesures de température si l'on a une sonde dédiée, et des mesures de courant. Nous, ici en électronique, on se servira principalement, de façon quasi exclusive, uniquement de la mesure de résistance qui est ici, et éventuellement des mesures de tension continue. Les mesures de tension alternatives seront faites préférentiellement à l'oscilloscope. Voilà pour cette première présentation. Donc, la mesure d'une résistance, ici, se fait en choisissant de toute façon dans la pratique une gamme. Le plus pratique, vous voyez, vous avez un bouton Range qui est ici. Ce bouton Range vous permet de choisir justement la gamme de mesure, le calibre pour effectuer votre mesure. Le plus simple dans la pratique, c'est d'utiliser le mode dit Auto Range qui sélectionne automatiquement le calibre le plus adapté à la mesure. Premièrement. Donc, le principe de la mesure, vous avez donc ici deux connecteurs reliés à ce multimètre. Le noir est relié au connecteur dit COM et le rouge au connecteur volt, ohm ou fréquence, vous voyez, qui est ici. On a deux autres connecteurs qui sont dédiés pour les mesures de courant. Donc il faut, quand on veut faire éventuellement une mesure courant, enlever le connecteur qui est ici et le placer donc sur l'un ou l'autre des deux connecteurs dédiés à la mesure du courant. Nous placerons toujours les connecteurs sur ces deux bornes. Dans le principe, donc, l'affichage que vous avez actuellement, c'est l'affichage dit over limit, signifiant que nous sommes en circuit ouvert. À partir du moment où l'on met en court-circuit nos deux connecteurs,
pardon, oui, en court-circuit, eh bien, on a un affichage qui arrive. Ici, ce que l'on mesure typiquement, c'est la résistance associée à nos câbles. 0, ici, signifiant qu'on a un circuit fermé, un court-circuit. Alors, on va commencer une première mesure de résistance. Voici une première mesure de résistance. Donc, pour information, les résistances sont identifiées. Je vais attendre que l'appareil fasse le point. Voilà. Les résistances sont identifiées par des codes de couleur. Ces codes de couleur, vous les entreapercevez ici sur la résistance. Ce sont des bagues colorées qui permettent d'identifier la résistance en question, d'identifier sa valeur, identifier également sa précision, voire la puissance qu'elle est capable de dissiper. Voilà le principe. Donc ici, on ne vous demandera pas de connaître ce code couleur et de savoir l'utiliser. Par contre, vous devrez être capable de faire une mesure de résistance. Donc pour faire une mesure de résistance, rien de plus simple. Pour ça, il faut prendre un des câbles et, je le déplace pour ne pas avoir de reflet, et placer l'autre bornier sur votre résistance. Ici donc, on mesure une résistance typiquement d'environ 330 kg. Je rapproche. Je vais peut-être mettre à plat, ce sera plus lisible. Donc je reprends, je vais tenir à deux mains. Voilà. Donc 330 kilo ohms. Le kilo s'affichant en haut à gauche. Voilà le principe. Alors, vous voyez, quand je fais cette mesure, je prends une précaution, à savoir, je tiens la résistance d'une main et je fais un contact avec la première fiche de la main gauche, et la main droite ne touche pas le deuxième connecteur de la résistance. Je fais ça parce que sinon, je vais fausser la mesure. Je vous montre. Le problème qui se pose, c'est que le corps humain a une résistance. Si je touche ici mes deux borniers, vous allez voir, j'ai mon corps a typiquement une résistance de 4 mégaohms. Alors cette résistance, c'est lié c'est pas un courant en profondeur là qui circule. Le principe d'une mesure de résistance, pour le principe, c'est on applique une tension très faible et on mesure un courant. Voilà l'idée et voilà comment le multimètre fait sa mesure. Donc ici, le courant qui circule pour effectuer cette mesure, c'est un courant de surface qui passe sur la surface de ma peau. Quoi qu'il en soit, c'est absolument pas dangereux, mais la problématique, c'est que j'ai une résistance interne qui est non négligeable. 3,5 mégaohms, ce n'est pas négligeable. Et en l'occurrence, si je fais la mesure de ma résistance en touchant, je vais me déplacer, en touchant mes deux borniers, je vais fausser la mesure. Ici, je mesure 305 kiloohms. Si maintenant je ne touche plus le bornier, je mesure 328. Donc vous voyez, le fait de toucher la résistance, ce que je mesure, ce n'est plus la résistance, mais c'est la résistance avec ma résistance interne en parallèle, ce qui donc modifie la mesure. Donc toujours quand vous ferez une mesure de résistance, alors ce n'est pas toujours aussi visible, mais en tout cas quand vous ferez une mesure de résistance, vous pouvez tenir d'une main l'une des pattes, mais par contre l'autre patte, nécessairement, vous devez ne faire que le contact unique avec le fil de la résistance et rien d'autre. Voilà sur le principe. Alors, on va faire une autre mesure pour terminer cette séquence sur la mesure de résistance au multimètre. Voici par exemple une deuxième résistance. Je vais me placer. Ouais, ce sera plus pratique. Je me place comme ceci, et donc, je lis, on attend qu'il se stabilise, 2,1 kg. Alors, vous verrez, les résistances, en fait, ont des valeurs standardisées. On n'a pas à disposition une infinité de valeurs possibles pour les résistances. Donc, 2,2 kg fait partie des valeurs standardisées des résistances. Une troisième résistance, et je termine. Il y a un arrêt automatique sur les multimètres. Il vient de s'arrêter. Je vais leur basculer sur off et leur mettre, voilà, en marche. Une dernière résistance, c'est une résistance typiquement de 1 kOhm. Voilà. Et vous mesurez donc
0,995 kOhm ou quasiment 1 kilo. Voilà, première présentation de ce multimètre en mesure de résistance. On va maintenant aborder un deuxième point, la mesure de tension. Je vais maintenant commenter un des appareils que vous serez amené à utiliser de façon quasi systématique, à savoir l'alimentation continue ou l'alimentation dite stabilisée. Cette alimentation est donc un générateur de tension continue qui peut éventuellement fonctionner en générateur de courant, mais vous ne serez pas amené à utiliser, on ne sera pas amené à utiliser pardon, ce mode dans les TP. Donc les alimentations dont vous aurez à disposition sont celles-ci. Ce sont des alimentations, donc comme vous le voyez, en fait, il n'y en a pas qu'une seule, mais il y en a 3. Ça correspond aux 3 borniers que vous voyez ici et ici. La première que je suis en train de désigner, commandée par ces 2 borniers ici, par ces 2 borniers, c'est donc une alimentation variable. Là, vous avez strictement la même chose, une deuxième alimentation variable, toujours commandée par ces 2 borniers. Et enfin, une alimentation dite fixe, qui est principalement utilisée pour l'alimentation des composants numériques. Alors, les borniers, vous avez un bornier qui est un bornier dit courant, ici, et un deuxième bornier dit voltage. Le premier bornier courant, on ne sera pas amené à l'utiliser, simplement on prendra en précaution qu'il ne soit pas à 0, ce qui couperait complètement le courant fourni et donc qui ne permettrait pas d'utiliser les alimentations. Vous voyez, quand j'ai basculé complètement le bornier courant, le potentiomètre ici courant à 0, ça m'a coupé mon alimentation. Donc on se contentera de la mettre à mi-position, de manière à ce que notre alimentation en tension nous fournisse un courant et ne soit pas limitée par ce bornier. Donc ce bornier, on ne sera pas amené à le manipuler en tant que tel. La seule chose qu'on sera amené à faire varier, c'est ici le réglage de tension. Donc vous avez ici une indication tension et on va vérifier au multimètre les valeurs données ici par ce générateur. Donc par exemple, je vais régler cette première alimentation, je vais la régler ici à 3 volts. Donc je tourne mon sélecteur pour qu'il l'amène à 3 volts. Quasiment, c'est des fois assez fin. Voici, 3 volts. Donc, sur le principe, la mesure, revoici mes 2 borniers donc, de mon multimètre que je vous ai présenté tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai placé le sélecteur sur mesure de tension continue, ce qui va me permettre donc de mesurer, de vérifier cette tension continue. On peut constater qu'on est en continu, que la mesure se fait ici en continu, puisqu'on a l'indication ici DC, pour direct current. Donc, pour faire la mesure, la tension de 3 volts ici est délivrée par les 2 borniers noirs et rouges, sachant que le bornier vert ici, marqué GND pour terre, ground, ici est simplement une sécurité. Il est relié à la terre EDF, la prise de sécurité des individus, le bornier de sécurité. Donc typiquement, cette prise terre, pour nous, n'aura pas d'intérêt fondamental. Simplement, il est bon de savoir qu'elle est là. Donc je vais vérifier cette mesure. Alors, le principe, la raison pour laquelle je mesure directement ici aux bornes du multimètre, aux bornes du générateur, c'est que mon multimètre a une impédance d'entrée, une impédance interne quasi infinie. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de mesurer directement aux bornes de mon multimètre la tension. Donc on voit ici une tension de 3,0 entre 8 et 9 volts. Une légère dérive. Voilà, il s'est à peu près stabilisé. 3,07 volts. Voilà pour cette première. Donc, on va faire une deuxième réglage. Par exemple, le deuxième, je vais le régler à 7 volts. Deuxième alimentation, donc je répète, ce sont ici sur les alimentations stabilisées dont vous disposez, vous avez deux alimentations totalement distinctes.
Voici, délicat, on va le laisser ça comme ceci. Vous avez deux alimentations distinctes, la première que j'ai réglée à 3 volts et ici une deuxième que j'ai réglée à 7 volts. Éventuellement, elles peuvent être liées l'une à l'autre, mais on ne va pas aborder ce point tout de suite, on verra ça dans une deuxième temps. Donc je revérifie que la mesure est correcte, que cette alimentation me délivre bien 7 volts, et voici, 6,9680. Il y a une petite, selon comment, voilà, 7,1 volts. Il y a une petite instabilité sur cette alimentation, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je vous ai dit, il y a 3 alimentations. Voici la troisième. C'est une alimentation dite fixée à 5 volts. Elle n'est pas réglable, par contre, celle-ci. Et elle sert, comme je vous l'ai dit, à alimenter typiquement des composants numériques. Vous voyez, 5 volts continus. Alors, on va regarder comment éventuellement combiner ces alimentations et on va regarder comment éventuellement je peux relier ces deux alimentations pour en réaliser une troisième. On va maintenant chercher, grâce à ces 3 alimentations continues, à réaliser une nouvelle alimentation avec une tension différente. Donc nous avons à notre disposition une alimentation fournissant une tension de 3 volts, une alimentation fournissant une tension de 7 volts et une alimentation fournissant une tension de 5 volts. Donc, sur le principe, j'ai représenté ici schématiquement mes 3 alimentations continues, correspondant donc à 3 générateurs de 3, 7 et 5 volts. Et par exemple, ces 3 alimentations, je peux les associer en série, les unes après les autres, pour réaliser une alimentation de 15 volts. De même, je peux par exemple utiliser les 2 alimentations de 5 et 3 volts, en les mettant cette fois-ci, comme vous le voyez, tête bêche, qui me permettra théoriquement de réaliser une alimentation de 2 volts. C'est donc ce qu'on va essayer de vérifier tout de suite. Alors, pour ce faire, je vais donc avoir besoin de câbles. Donc, la première, l'alimentation de 15 volts, va consister à relier l'alimentation de 3 volts avec celle de 7 volts. Donc, je relie le bornier positif de la première avec la borne négative de la seconde, comme ceci. Je relie ensuite le bornier, je reprends un câble noir, le bornier positif de la deuxième avec le bornier négatif, je vais y arriver, le bornier positif de la deuxième avec le bornier négatif de la troisième. Et théoriquement, si je mesure maintenant la tension entre la borne négative de la première et la borne positive de la dernière, je devrais trouver 15 volts. On va le vérifier tout de suite. Que voici. Donc, une combinaison ici d'alimentation permet de réaliser une tension différente. On va réaliser maintenant le deuxième montage. Le deuxième montage, je vous rappelle, on cherche à relier l'alimentation 5 volts avec 3 volts pour réaliser 2 volts. Donc pour ça, le principe était de relier les 2 bornes positives de la première et de la deuxième ensemble. Je remets en marche le multimètre. Voilà. Donc je relie la borne positive des 2 alimentations ensemble, comme ceci. Et normalement, la tension que je vais mesurer entre le bornier de la première, celle qui me fournit 5 volts, et le bornier de la deuxième, le bornier négatif de la deuxième, celle qui me fournit 3 volts, me doit me donner 2 volts. Que voici. De la même manière, on pourra être amené, en l'occurrence, c'est la base de l'alimentation de l'amplificateur opérationnel, on pourra être amené à réaliser une alimentation de 15 volts symétrique. Pour ceci, il faut nécessairement, donc quand je dis 15 volts symétrique, c'est une alimentation qui me fournit du moins 15 volts plus 15 volts par rapport à un zéro clairement défini. Donc pour ça, il me faut 2 alimentations me fournissant du 15 volts. Donc je vais régler ici 15 volts.
ici. Pareil pour la première. Voici 15 volts pour la première. Donc, si on n'a pas exactement 15 volts ou 14,9 ou 15, ce n'est pas catastrophique. Et théoriquement, voilà ma première alimentation, voilà ma deuxième alimentation. Si je relie les deux borniers centraux, le positif du premier et négatif du deuxième ensemble, je dois obtenir au total 15 volts. Donc, on va vérifier, pardon, 30 volts. 30 volts au total, 15 volts ici et 15 volts ici. Voilà le principe. Alors, simplement, vous voyez que ici, j'ai été amené à régler les deux borniers séparément. Il existe une fonction sur cet appareillage qui permet de faire un réglage unique et de mettre donc en mode dit série les deux alimentations. C'est que ça se fait grâce à ces boutons. Donc quand les deux boutons ici, c'est indiqué par ces petites indications, sont relevés, eh bien on est en mode indépendant, c'est le cas actuellement. Si j'enfonce ce premier bouton, je le mets en mode dit série. Et dans ce cas-là, ce bornier devient inopérant et c'est uniquement celui-ci qui va contrôler la tension de mes deux alimentations. Voilà le principe. Donc ce sera éventuellement très utile pour avoir une alimentation parfaitement symétrique dans la suite. Ceci termine donc cette présentation de l'alimentation continue. Cette présentation des instruments et je vais maintenant vous présenter donc de manière combinée deux instruments. Un instrument, un générateur, ce qu'on appelle le générateur basse fréquence qui nous fournit des tensions alternatives, générateur basse fréquence ou générateur de signaux. Et ici, un appareil de mesure, ce qu'on appelle donc un oscilloscope qui permet de visualiser ces signaux alternatifs. Alors, on va commencer par le GBF. Le GBF donc, est un générateur. Il fournit par l'intermédiaire d'un bornier que vous voyez ici, un bornier dit BNC, une tension donc alternative. Ce type de bornier BNC, ce sont des borniers spécifiques. Le signal est fourni par l'intermédiaire d'un conducteur que vous apercevez ici, tout à fait au centre, je vais faire un zoom, tout à fait au centre du connecteur. Vous voyez que le petit point central à l'intérieur du connecteur correspond à la connexion par laquelle transite notre signal, sachant que le bornier externe correspond à la masse. Vous retrouvez ici le symbole de la masse, le symbole, pour être correct, de la Terre, puisque cet appareil relie par défaut la masse, donc le bornier externe, à la Terre par l'intermédiaire de l'alimentation. Ce générateur basse fréquence donc, nous fournit des signaux à fréquence variable. Ceci est choisi par le biais de ce sélecteur. Vous avez ici kilo, méga, hertz. Donc on va pouvoir choisir différentes valeurs de fréquence. On peut également changer la fréquence par l'intermédiaire de cette molette. Et on peut, vous voyez qu'il y a un bornier wave, on peut changer le type de signaux. On va voir ça tout de suite. Également, vous avez également d'autres borniers ici. Je ne présenterai pas ces trois borniers ici à gauche. Je me contenterai dans la suite de présenter uniquement les deux borniers dits amplitude et dits offset, dont on va voir à l'écran sur l'appareil de mesure, l'oscilloscope, l'influence. Pour l'instant, je vais me contenter de vous présenter donc la sortie principale de cet appareil, celle qui est notée output en anglais, qui présente pour information une impédance de sortie de 50 ohms, c'est indiqué dessus. Les deux autres borniers ne seront pas d'utilité pour l'instant. Alors, cet appareil de mesure ici va être lié, ce générateur va être lié à l'appareil de mesure, donc l'oscilloscope qui est ici, par l'intermédiaire d'un câble BNC. C'est un câble donc, qui présente la particularité donc, d'avoir à l'intérieur donc le conducteur par lequel va transiter le signal et à l'extérieur donc la masse. L'ensemble du câblage électrique externe ici va permettre de correspondre à la masse et ça permet d'un point de vue électrique d'avoir un blindage qui protège notre signal des interférences électromagnétiques qui peuvent exister dans la pièce.
Donc je relie par l'intermédiaire de ce câble mon générateur à mon oscilloscope. L'oscilloscope présente à son entrée le même type de bornier que voici, et vous voyez apparaître donc à l'affichage de l'oscilloscope donc le signal correspondant que voici. Donc ici, il s'agit d'un signal dit créneau, puisque j'ai un créneau qui apparaît. On peut changer le signal, comme je vous l'ai dit, on a différents types de signaux typiques avec ce type de générateur. Donc signal créneau, signal triangle, signal sinusoïdal. Ce seront les 3 principaux signaux que vous serez amené à utiliser. Voilà pour le principe. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut éventuellement changer la fréquence. Par exemple, je peux passer à, on va mettre 100 Hz. Je vais mettre un signal de 100 Hz. Donc je tape 100 et j'appuie sur le bornier Hz. J'obtiens donc un signal ayant une plus basse fréquence. Alors, on va voir tout de suite dans quelques instants le principe associé à la mesure du temps et comment se définit donc la période, la fréquence sur un oscilloscope. Également, vous avez un bornier donc, qui permet de régler l'amplitude du signal, c'est le bornier ample. Donc vous voyez, l'action de ce bornier va être de modifier l'amplitude, ici l'amplitude crête à crête de mon signal. De la même manière, on va voir d'ici quelques instants comment on mesure une telle amplitude. Troisième bornier qui est souvent un peu plus délicat pour les étudiants, c'est le bouton offset qui est ici inopérant. Vous voyez que lorsque je tourne ce bouton, rien ne se passe. Pour rendre actif ce bouton et pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut tirer sur cette molette que voici. Et son action, si vous regardez votre signal, le signal sinusoïdal, l'action de ce bouton dit offset est de créer, comme son nom l'indique en anglais dans le texte, un décalage, offset. On vient rajouter une tension continue à notre tension alternative qui a pour effet de décaler notre tension sinusoïdale par rapport à l'origine. Donc, éventuellement, ce bouton offset pourra être utile pour la suite. Alors, voilà pour la présentation rapide de ce générateur basse fréquence. J'en viens à la présentation maintenant du GBF. Le GBF, donc, pardon, je m'embrouille. La présentation de l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est donc un appareil de mesure. Il permet de visualiser nos signaux alternatifs, des signaux alternatifs, et d'effectuer des mesures. Alors, les 2 principales fonctionnalités associées à cet oscilloscope, ce sont d'une part ce qu'on appelle la base de temps, qui est ce bouton, et également le réglage du calibre de notre oscilloscope. À l'origine, les oscilloscopes étaient des appareils basés sur la déviation d'un faisceau d'électrons, et donc ce calibre permettait de déterminer, de relier la déviation du faisceau d'électrons avec la tension qui était appliquée à son entrée. Donc vous avez ici 2 borniers, puisque sur le principe, cet oscilloscope possède 2 entrées. On peut théoriquement visualiser en même temps 2 signaux alternatifs. Alors, comme je vous le disais, ces 2 borniers servent à régler pour l'un ce qu'on appelle la base de temps, à savoir le temps associé à l'affichage qui est ici. Et typiquement, cette base de temps en fait relie un temps à chacun des carreaux, vous voyez, qui est affiché sur l'écran. En l'occurrence, ici, cette base de temps, elle est donnée sur l'écran par cette indication. Ici, nous avons une base de temps de 2,5 millisecondes. Ça veut dire que, en termes d'affichage, un carreau horizontal, correspond à 2,5 millisecondes. Donc, théoriquement, connaissant, vous inquiétez pas, c'est juste le multimètre qui est en train de s'éteindre. Donc, connaissant ici le nombre de carreaux, par exemple, séparant 2 maxima de ma sinusoïde, on est théoriquement capable de remonter à la fréquence. En l'occurrence, si on fait la mesure, ici vous voyez entre ce maxima et celui-ci, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. 4 fois 2,5 millisecondes, cela me donne 10 millisecondes, ou 10 moins 2. 10 moins 2, si je fais l'inverse, eh bien ça me fait bien 100 Hz, la valeur que j'ai ici.
Alors, le travail que je viens de faire pour information, vous allez voir, grâce à ces multimètres numériques, on peut les faire de façon directe sans avoir comme ça à devoir refaire le calcul de période, de fréquence en utilisant cette base de temps. Mais simplement, le principe, on cherchera toujours à utiliser la base de temps permettant l'affichage le plus optimal, le plus complet. Typiquement ici, j'ai à minima une période, ce qui est le minimum pour pouvoir observer correctement mon signal. Si j'avais utilisé une autre base de temps plus grande, comme par exemple celle-ci où j'ai 25 millisecondes, vous voyez que là j'observe un grand nombre de périodes, ce qui n'est peut-être pas optimal pour avoir une information précise sur mon signal. Donc je reviens à ma base de temps de 2,5 qui était a priori la plus optimale compte tenu de la fréquence de mon signal. Deuxième bornier, donc comme je vous disais, le calibre. Le calibre qui donc me définit la déviation. En l'occurrence, ce calibre donc, que je sélectionne grâce à ce bouton, il est indiqué ici. Ici, le calibre que j'utilise, c'est un calibre de 1 volt, 1 volt par carreau. Cette fois-ci, on parle de carreaux verticaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un carreau ici, j'ai 1 volt. Donc, la connaissance de ce calibre va nous permettre de connaître en l'occurrence l'amplitude du signal, puisque vous voyez par exemple que ici j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc ça signifie que j'ai une tension ici sinusoïdale de 4 volts crête à crête. Le terme crête à crête veut dire que c'est une mesure faite depuis la crête minimale à la crête supérieure, la crête la plus petite à la plus grande. Dans la pratique, très souvent en théorie, on définit non pas la tension crête à crête, ou en tout cas quand on définit une tension ou un signal alternatif, on le définit par le terme d'une amplitude, grand A par exemple, et ce terme d'amplitude correspond à l'amplitude, à la valeur demi-crête. Donc si on devait définir l'amplitude demi-crête, ce serait ici non pas 4 volts, mais 1, 2 volts. Alors, ce multimètre, vous voyez qu'il y a différentes fonctionnalités qui sont indiquées ici. On reviendra au fur et à mesure des observations sur ces fonctionnalités, en l'occurrence une qui sera très utile pour la suite, qui est la notion de sonde. Vous voyez que vous avez une indication sonde une fois, qui nous servira pour utiliser ce qu'on appelle une sonde de mesure, dont on va regarder dans quelques instants le principe et l'intérêt. Simplement, pour terminer avec cette présentation du multimètre, donc vous avez une fonction qui est très intéressante, pardon, ce multimètre, cet oscilloscope, vous avez une fonction sur l'oscilloscope qui est très intéressante, c'est l'option mesure. Quand j'appuie dessus, ça va nous permettre typiquement de faire des mesures instantanées sur ce signal sans avoir à faire comme je l'ai fait ici, regarder le nombre de carreaux et regarder les déviations. Donc il est possible, grâce à cette fonction de mesure, d'avoir de façon instantanée des mesures pertinentes sur notre signal. Par exemple, vous voyez ici, la première indication ici, c'est une mesure de tension sur la voie 1, donc celle sur laquelle j'applique mon signal, de l'amplitude crête à crête. Et il me dit que l'amplitude est ici de 4,2 volts. Donc ma mesure précédente avec le nombre de carreaux, vous voyez, elle n'était pas tout à fait précise. Alors on peut faire d'autres mesures, par exemple, il suffit de sélectionner. Là, je vais appuyer sur ce bornier. Je précise la source, donc voie 1, c'est celle sur laquelle j'applique mon signal. Et on va, par exemple, changer le type de mesure. Donc efficace, min, donc là on va prendre une valeur, je vais y arriver, par exemple fréquence, mesure de fréquence, et vous voyez, il me donne directement la valeur de la fréquence 100 Hz, sans avoir donc à faire la mesure par l'intermédiaire du nombre de carreaux ici. Idem, vous voyez que là, j'ai l'affichage d'une valeur efficace. On va revenir dessus. La valeur efficace, 1,46 volts. Alors cette mesure de valeur efficace, c'est une mesure intéressante puisque, pour information, un multimètre vous donne une mesure efficace en termes de tension de sortie. On va le vérifier tout de suite, je vais vous montrer ça. Je vais simplement prendre ici un bornier qui va me permettre de connecter des fiches bananes sur mon GBF, et je vais prendre un T qui va me permettre de dédoubler ma sortie. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais débrancher mon GBF et je vais brancher à sa sortie donc ce T
qui va me permettre de dédoubler la sortie. Donc d'envoyer d'un côté mon signal vers mon oscilloscope pour pouvoir l'observer. Alors c'est une vis quart de tour qui permet de bloquer, vous voyez, le câble BNC sur le bornier. Et de l'autre, donc je vais mettre une fiche dite banane. C'est un convertisseur BNC banane, puisque les câbles de ce type que j'ai utilisé tout à l'heure pour connecter mes alimentations continues, ces câbles ici, ce sont ce qu'on appelle des câbles bananes. Alors, je vais reprendre mon multimètre et on va vérifier qu'on a effectivement une tension de 1,46 volts en alternatif. Donc, je reprends mon multimètre, je vais le mettre devant l'écran de façon à ce qu'il soit visible. S'il veut bien se remettre en marche. Voici. Donc voici mon multimètre. Je vais changer pour le mettre en alternatif. Voici. Je l'ai donc mis cette fois-ci en mesure alternative. On a le symbole ALC qui est apparu. Et je vais aller placer, vous voyez, mes borniers dans mes connecteurs bananes. Et donc, mon multimètre me dit 1,437 volts. Alors, ce n'est pas exactement ce que me dit le GBF. Alors, très souvent, les multimètres comme ceux-ci sont un peu moins fiables dans les mesures alternatives. Tout dépend le type de multimètre, si c'est un multimètre RMS vrai ou pas. Théoriquement, lui, c'est un multimètre dit RMS vrai, donc qui est susceptible de mesurer n'importe quelle tension alternative. Très souvent, les multimètres, en tout cas les multimètres bas de gamme, sont calibrés pour uniquement mesurer des tensions alternatives à 50 Hz, ce sont les multimètres dits d'électriciens, et donc ils ne permettent pas souvent de mesurer n'importe quel signal avec n'importe quelle fréquence. Là, pour un signal alternatif, ici, ça ne pose pas de souci. Voilà, donc la valeur dite efficace, je vous rappelle, donc c'est 1,44 volts ici ou 1,46 volts selon si on se fie à l'oscilloscope ou au multimètre. Ça correspond donc à l'amplitude divisée par racine de 2. Donc si vous prenez l'amplitude, donc a priori 2,1 volts, d'après ce que me dit la mesure, 4,2 volts crête à crête, donc 2,1 volts crête, 2,1 divisé par racine de 2 doit me donner environ, aux erreurs de mesure près, 1,46 volts. Je termine cette présentation de l'oscilloscope et je vais vous présenter une des problématiques qui vont, dans la pratique, nous obliger à utiliser ce qu'on appelle une sonde de mesure pour effectuer des mesures de tension alternative. Alors, pour vous expliquer le problème, je vais donc, d'une part, me placer non pas avec un signal sinusoïdal comme j'ai ici, mais je vais utiliser un signal créneau que voici. Alors, pour l'instant, je suis à une fréquence de 100 Hz. Je vais enlever ce bornier. Je suis à une fréquence de 100 Hz. Mon signal est parfait. J'ai un signal créneau parfaitement défini. Donc, vous voyez, un signal créneau, c'est une alternance de tension positive et négative avec un maximum. Donc, qui forme donc ce qu'on appelle une tension créneau. Cette tension créneau, ici je suis à 100 Hz, donc elle est parfaitement définie avec des créneaux parfaits. Je vais monter petit à petit la fréquence et à chaque fois donc je serai amené à changer la base de temps puisque pour l'affichage correct, il va falloir modifier la base de temps. Donc je suis à 100 Hz, on va passer à 1 kHz. 1 K, voici. Donc en changeant la fréquence, donc, vous voyez que maintenant j'ai plus de cycles par seconde. Plus la fréquence a augmenté, j'ai plus de créneaux. Donc pour avoir un affichage correct, maintenant, je vais diminuer ma base de temps. Là, je me place avec une base de temps de 500 microsecondes pour pouvoir visualiser correctement mon signal. Et même, je diminue encore un petit peu. Donc pour l'instant, tout va bien. On va voir qu'au fur et à mesure que je vais continuer à augmenter la fréquence, va commencer à se poser un certain nombre de problèmes. Je vais monter directement à 10 kHz. Donc de nouveau, je réduis ma base de temps pour avoir un affichage correct. Mais vous voyez que déjà, mes créneaux commencent à avoir des petites perturbations. Et en l'occurrence, on va voir apparaître un phénomène typique
ici, lié en fait à l'oscilloscope qui est un appareil qui n'est pas parfait. Alors, je suis à 10 kg, je vais monter maintenant à 100 kg et on va voir ce que ça va donner. 100 kg, que voici. Donc de nouveau, j'ai un créneau, j'ai des petites perturbations qui apparaissent sur mes créneaux, mais encore rien de bien significatif. On va continuer à monter, je vais monter à 1 MHz et on va commencer à voir des... pardon, là je suis en train de modifier ce que je ne veux pas. Je me suis à 1 MHz et donc on commence à voir donc, le problème fondamental lié à l'oscilloscope, c'est que vous voyez que maintenant mes créneaux ne sont plus tout à fait rectangulaires. J'ai un créneau, mais vous voyez, j'ai un effet de charge qui apparaît ici. J'ai mon créneau qui s'est un peu aplati. Ce phénomène, il est intimement lié au fait qu'à l'entrée de mon oscilloscope, eh bien, j'ai ce qu'on appelle, d'un point de vue équivalent, une impédance équivalente, et cette impédance possède une capacité qui n'est pas nulle. Et c'est ça qui nous fait cet effet de charge qu'on observe ici lors de la transition de ce créneau bas vers ce créneau haut. Cet effet de charge qu'on voit apparaître et qui fait que, vous voyez que j'ai une transition douce et plus un créneau net, c'est typiquement une problématique, un défaut lié à l'oscilloscope et lié à son impédance d'entrée, son impédance qui est capacitive. Et si j'augmente encore la fréquence, là je suis à 1 MHz, je vais passer à 10 MHz, on va voir que c'est encore plus marqué. Vous voyez que cette fois-ci, mon créneau est totalement déformé. Je tends vers une sinusoïde, ce qui n'a pas de sens. À la base, j'avais bien un créneau. Donc ce problème, il est lié intimement à l'impédance d'entrée de mon oscilloscope qui a une capacité qui est capacitive, qui a une capacité non nulle et qui pose donc un problème au niveau de la mesure, puisque la mesure que je fais, l'observation que je fais ici de mon signal n'est pas fidèle par rapport à ce qui est appliqué. Alors, on va voir que dans la pratique, pour pallier ce problème, ce qu'on utilise, donc, c'est ce qu'on appelle une sonde de mesure, que voici, et que je vais vous présenter tout de suite. Bien, présentation de cette sonde de mesure. Donc, cette sonde de mesure, c'est donc cet appareil, cette connexion que je vous présente ici, qui donc présente d'un côté un bornier BNC. Vous voyez que le bornier est relié à un composant électronique ici qui est intégré dans le bornier. Et à l'extrémité, vous avez donc une fiche qui va vous permettre d'aller faire vos mesures d'électronique avec, ici, une masse. Donc, cette sonde de mesure, je vous invite à regarder le TP initiation correspondant à cette présentation. Donc vous verrez dans ce TP, dans ce TP initiation, dans l'énoncé du TP, eh bien, une question où on vous présente le principe de cette sonde de mesure et le lien, comment dans la pratique cette sonde va nous permettre de supprimer l'effet capacitif lié à notre appareil de mesure, l'oscilloscope. Cet oscilloscope donc présente en interne une capacité qui perturbe la mesure, puisque comme vous l'avez vu, si je monte trop en fréquence, je me retrouve avec des signaux qui sont totalement déformés. Et donc la sonde de mesure va nous permettre dans la pratique de supprimer cet effet capacitif. Donc je vous invite à regarder le principe théorique qui est présenté dans le TP, dans l'énoncé du TP, où on vous explique comment donc cette sonde de mesure, par le biais d'une électronique spécifique, permet donc d'éliminer cet effet capacitif. Alors, cette sonde de mesure nécessite obligatoirement un réglage. Le réglage s'effectue par le biais de ces deux borniers qui sont ici. Alors, je pense qu'on ne les voit pas très bien, je vais faire un zoom. Voici. Donc ça se fait par le biais de ces deux borniers. L'un est une masse et l'autre, donc, c'est marqué probe compensation. Ces deux borniers donc, sont destinés justement à permettre le réglage de cette sonde de mesure. Une sonde de mesure doit être réglée initialement avant utilisation. Donc pour ça, je règle la petite pince crocodile ici, je la branche sur la masse, que voici, et l'autre, je vais le relier grâce à ce petit embout qui possède un petit crochet, qui est très pratique.
Vous voyez, un petit crochet qui sort et qui permet d'aller accrocher éventuellement pour faire la mesure. Je vais l'accrocher ici pour faire ma mesure. Donc vous voyez que cette connectique là, qui est intégrée à l'oscilloscope va me permettre de fournir en fait un signal créneau que voici. Je vais dézoomer. Me fournit donc un signal créneau. Et c'est grâce à ce signal créneau que je vais éventuellement pouvoir régler la compensation de ma sonde, qui donc, son objectif est de supprimer l'effet capacitif interne à mon oscilloscope. Donc pour ça, on va utiliser une molette de réglage qui se trouve sur le boîtier électronique de ma sonde, qui est pointé ici, que je pointe ici. Je vais vous le faire voir à l'écran de plus près. Je ne sais pas si je vais arriver à faire un zoom. Je vais mettre une flèche blanche devant pour qu'il me fasse le focus sur... Voilà. Donc, si vous voyez, il y a ici un petit bornier qui à l'aide d'un tournevis, va permettre de régler le sonde de compensation. Donc, cette sonde dite de compensation, on va voir que selon comment on effectue son réglage, eh bien, on va compenser l'effet que je vous ai décrit tout à l'heure, ou au contraire le surjouer, ou le compenser parfaitement et donc obtenir le résultat souhaité. L'objectif donc est de supprimer l'effet capacitif lié à notre oscilloscope. Donc pour ça, j'ai ici, vous voyez, un petit tournevis qui va me servir à faire ce réglage. Je l'introduis dans le bouton de la sonde et vous allez voir, là je suis en train de tourner la sonde, vous voyez que là je modifie mon signal créneau. Donc là le signal créneau, eh bien on retrouve le même problème que tout à l'heure, ça veut simplement dire que ma sonde actuellement ne corrige pas correctement l'effet capacitif de mon oscilloscope. Si je tourne maintenant ma molette dans le sens inverse, cette fois-ci je le corrige, mon effet capacitif, et j'observe donc un signal créneau parfait. Mais par contre, si je vais trop loin, vous voyez, je surcompense et au contraire, j'accentue le phénomène. Donc le but du jeu ici, c'est que cette sonde compense exactement l'effet capacitif. Donc le but est d'observer dans la pratique un signal créneau parfait que voici. Là, j'ai une compensation parfaite de la part de ma sonde, de mon signal fourni ici par la connectique de test. Voilà pour le principe. Alors, si vous êtes attentif, vous avez peut-être remarqué qu'il se pose un petit problème ici. Et je vais vous exposer le problème. Je vais faire un petit zoom sur l'oscilloscope et en l'occurrence sur la connectique donc, qui permet de faire ce test. Vous voyez que c'est marqué donc Probe Compensation et ce que nous fournit cette connectique là qui est intégrée à l'oscilloscope, c'est un signal de 5 volts à 1 kHz créneau. Ce sont les indications qui sont données là. Je vais dézoomer. Or, si vous regardez l'oscilloscope, vous voyez que l'indication qui est donnée, ce n'est pas 5 volts, mais 0,5 volts ou 512 millivolts. Donc là, il y a un problème de mesure. Ce qui se produit en fait, c'est que cette sonde de mesure, dans la pratique, effectue une atténuation du signal. C'est-à-dire que cette sonde de mesure, en plus de compenser cet effet capacitif lié à mon oscilloscope, eh bien, va, dans la pratique, augmenter l'impédance d'entrée de l'oscilloscope. Donc c'est un double effet lié à cette sonde. Cette sonde permet, primo, de compenser l'effet capacitif, mais également d'augmenter l'impédance d'entrée. Un oscilloscope idéal a une impédance d'entrée infinie. Bien évidemment, cette impédance d'entrée n'est pas infinie, sa résistance d'entrée n'est pas infinie, et donc pour compenser et pour donc améliorer cette impédance d'entrée, cette sonde de mesure rajoute un facteur 10 à l'impédance d'entrée. D'où le fait que la mesure soit ici faussée et qu'on ait une mesure qui soit en fait 10 fois plus petite que ce qu'elle n'est réellement. Donc pour compenser cet effet, on va voir qu'il existe une fonctionnalité sur l'oscilloscope qui permet de compenser cet effet lié à la sonde, cet effet d'augmentation de l'impédance. Donc vous voyez que j'ai appuyé ici sur le bornier 1.
qui m'a permis d'accéder à tout un tas de fonctionnalités associées à mon entrée 1. Donc entre autres, la notion de couplage, dont on reviendra dessus plus tard, la notion d'inverse ou pas, qui ne nous serviront pas dans la pratique, mais vous voyez qu'il y a une indication très importante qui est sonde. Sonde une fois. C'est une sonde. Là, ce que me dit cette indication, c'est que la voie 1 est réglée pour mesurer le signal venant d'une sonde, n'ayant pas de facteur d'atténuation en termes d'impédance, donc une fois vient de là, et que c'est une sonde en tension. Donc le problème, c'est que la sonde que j'utilise, c'est une sonde en tension, mais ayant un facteur d'atténuation 10 fois. Donc pour compenser ça, il faut modifier. Donc je vais appuyer là sur ce bornier, et je vais pouvoir modifier donc l'atténuation. Donc comme ça atténue avec un facteur 10, je vais mettre un facteur 10 ici, pour compenser l'effet de la sonde, et pour avoir une mesure correcte au niveau de mon oscilloscope. Donc je reviens sur la mesure, et donc cette fois-ci, j'ai une mesure de 5,12 volts, ce qui était attendu. Voici pour cette première présentation de l'oscilloscope. Ça conclut cette présentation générale de nos appareils d'électronique. On va maintenant en venir à un premier montage, un montage très simple qu'on appelle un montage pont diviseur qui va nous permettre de prendre en main la plaquette d'expérimentation. Nous en venons maintenant à l'utilisation de la plaquette d'expérimentation. Donc vous voyez que cette plaquette est constituée d'un côté de borniers qui vont nous permettre d'amener nos signaux, nos tensions continues, nos signaux alternatifs, et de plaques qui vont nous permettre de placer nos composants. Alors ces plaques d'expérimentation en fait possèdent un câblage interne qui va permettre donc de relier par défaut un certain nombre de composants les uns avec les autres. Alors vous voyez qu'il y a une certaine organisation qui est faite. Déjà ces plaques, on a une répétition de 4 fois de la même plaque, c'est simplement pour avoir de l'espace pour travailler. Mais sur ces plaques on distingue, vous voyez ici des lignes qui sont notées avec des lettres A, B, C, D, E. Dans la pratique, d'un point de vue électrique, l'ensemble de ces points que vous voyez ici sont reliés ensemble. Il y a un lien qui est fait d'un point de vue électrique sous forme de ligne entre tous ces points. Idem pour cette ligne ici C et cette ligne A et cette ligne A et B. Donc ces lignes typiquement sont dans la pratique utilisées pour amener les tensions et les signaux sur notre circuit. Et au niveau de la plaquette, eh bien, vous voyez que les différentes trous que vous observez ici sont également reliés les uns aux autres, mais ici sont reliés sous forme de colonnes. C'est-à-dire par exemple, cette colonne, tous les trous là que je suis en train de balayer sont reliés ensemble. Idem pour ce qui est à côté, etc., etc. Donc ça va nous permettre dans la pratique de réaliser comme ça des montages électroniques. Alors, on va réaliser ici ce qu'on appelle un montage dit un pont diviseur de tension. Alors, je vous présente ça d'un point de vue théorique. Je relève la caméra quelques secondes. Voici typiquement, d'un point de vue électrique, à quoi correspond un pont diviseur de tension. C'est une association de deux résistances sur lequel on va mesurer la tension aux bornes de l'une des deux résistances. Donc ici, j'ai représenté par l'intermédiaire d'un générateur continu, grand E, sur lequel donc, qui va me fournir une tension continue. J'ai donc deux résistances que j'ai notées R1, R2, et si j'applique ma loi d'émail, loi des nœuds, et ma loi d'Ohm, eh bien, ma tension, je vais avoir un courant I qui va circuler dans mon circuit, une tension aux bornes de chacune de mes résistances, une tension pour la première résistance que j'ai notée V1 qui sera R1 fois I, et pour la deuxième résistance, une tension qui sera V2 égale R2 fois I. Alors, sur le principe, si j'applique ma loi d'émail de façon assez simple, eh bien, si j'applique ma loi d'émail, je peux dire que cette tension E correspond à V1 plus V2, ce que j'ai noté ici. Et de là, connaissant par la loi d'Ohm le lien entre V1 et I, je peux dire que E, c'est finalement R1 fois I plus R2 fois I, ce que j'ai factorisé ici. Alors, dans la suite, vous allez voir ce qu'on va donc mesurer, c'est la tension aux bornes de la résistance, ici que j'ai noté R2. Donc ce qu'on va mesurer, c'est cette tension que j'ai notée V2, soit R2 fois I. Cette tension V2, d'un point de vue théorique, vous voyez R2 fois I, je peux, en utilisant la première relation, remplacer I par
E sur R1 plus R2. Donc vous voyez que ici, j'obtiens une expression pour V2 qui va dépendre donc de E, le générateur auquel j'applique, qui me sert à appliquer ma tension, et qui va être proportionnel au rapport des résistances R1 et R2. C'est là d'où vient le nom de pont diviseur de tension. Alors, si on met ça en œuvre, si par exemple je prends pour R1 1 kΩ, R2 2,2 kΩ, et si je prends E égale 5 volts, théoriquement, je devrais obtenir une tension de 3,44 volts pour ma tension borne de ma deuxième résistance. Donc, on va mettre en œuvre ce circuit et on va voir donc ce que ça donne dans la pratique. Je reviens donc sur ma plaquette et la première chose à faire, ça va être d'assigner des borniers qui vont être reliés ensuite à mon générateur. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc, première chose que je vais faire, c'est en fait mes borniers. Alors, je vais en prendre deux quelconques. Il y a des codes couleurs, on n'est pas obligé de les respecter à 100%. Le tout est de savoir à quoi ça correspond. Donc, ces borniers, vous voyez qu'il y a des molettes réglables. Se trouve en fait, sous ces molettes, si vous voyez, eh bien, se trouve un petit trou qui va me permettre, je vais essayer de vous le montrer, voilà, un petit trou qui va me permettre de glisser un fil électrique. Et en glissant ce fil électrique, je vais pouvoir créer un contact électrique. Donc ici, je vais donc glisser un fil électrique dans mon bornier. Alors noir sur noir, on ne voit pas grand-chose. Je vais glisser un fil électrique dans ce trou. Alors il faut faire attention de ne pas trop l'enfoncer parce que sinon on ne fait pas de contact électrique, mais on fait un contact de plastique sur plastique, ce qui n'aide pas beaucoup. Donc là, normalement, j'ai un contact électrique. Je peux éventuellement vérifier que tout va bien au multimètre. Si je prends mon multimètre, je peux faire un test dit de continuité. Je vais me placer ici. Je vais mettre en contact là en tenant ce fil et je vais vérifier que j'ai bien un contact électrique. J'ai bien un contact électrique 0 ohm, c'est parfait. Donc, maintenant que j'ai un contact entre ce bornier, cette fiche dite banane, et mon fil électrique, je vais venir le placer sur ma plaquette. Et par exemple, je vais le placer, sur la ligne que j'ai notée A. Je vais faire la même chose. Donc là, je viens de définir, j'ai utilisé un fil noir, ce n'était pas par hasard. Je viens de définir une borne positive. Je vais faire la même chose avec le deuxième bornier, que voici. Je relie un fil électrique, que voilà, et je vais le placer sur ma plaquette et je vais le mettre sur la ligne grand E, que voilà. Je vais maintenant placer mes composants, donc j'ai à ma disposition ici deux résistances, ce sont les deux résistances que j'ai mesurées tout à l'heure. L'une fait 1 kΩ, c'est celle-ci, et l'autre fait 2,2 kΩ. Donc je vais les placer donc, en série entre le positif et le négatif. Alors, je vais tordre les pattes. Donc, je vais donc partir de ma ligne correspondant à mon positif. Je vais ensuite aller, par exemple, sur ce point. Donc là, je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, je vais pointer ça avec, par exemple, ceci. J'ai donc cette ligne qui est du positif. J'ai branché ma résistance sur cette ligne et sur cette colonne. Et je vais continuer mon circuit. Donc ça, c'est la première résistance R1. Je vais continuer mon montage. Je vais mettre ma deuxième résistance, que voici, sur la même colonne. Et je vais l'amener donc à ma borne négative, que voilà. Donc vous voyez que là, entre mes deux résistances, parce que je les ai mis sur la même colonne, j'ai un contact électrique entre ces deux-là. Alors le contact électrique se fait en interne, à l'intérieur de la plaquette. Et j'ai amené donc sur la ligne ici qui va être reliée d'ici quelques instants au négatif. Donc voilà pour mon montage. Alors on va faire dans la pratique une mesure électrique. Donc je vais simplement placer deux fils, un ici sur le point correspondant à l'une des bornes de ma résistance R2 et je vais placer un deuxième fil sur le négatif pour ensuite, avec mon multimètre, pouvoir faire les mesures. Alors, je dézoome et maintenant, donc, on va aller relier ceci à mon générateur qui est là-haut. Alors, je vais reculer un peu la caméra pour que vous ayez une vue d'ensemble.
Voici. Donc, mon but du jeu, c'est d'appliquer du 5 volts sur ma plaquette, ce que je vais faire tout de suite. J'arrête de toucher la caméra. Je vais appliquer du 5 volts. Donc, j'ai une alimentation 5 volts qui est ici, qui est du 5 volts fixé. Je vais le prendre. Alors, quand on fait un montage, on prend la précaution de toujours arrêter l'alimentation au préalable. On branche l'alimentation que lorsqu'on est sûr de notre montage et que tout est terminé, pour éviter de faire des mauvais court-circuits. Le négatif qui est ici, je le branche sur le bornier pour lequel j'ai défini mon négatif, et mon positif sur le bleu là, qui m'a servi à définir mon positif. Et donc normalement, tout est paré. Je peux donc à partir de là brancher mon alimentation et on va aller effectuer notre mesure. Donc là, l'alimentation est branchée et on va aller voir ce que ça nous donne en termes de mesure électrique. Je rapproche la caméra et on va aller voir ça tout de suite. Nous avons donc notre montage qui était actuellement alimenté en 5 volts fixé. J'ai mis ici le multimètre pour observer les tensions mesurées. On s'attend à avoir 3,44 volts. On va vérifier si effectivement nous avons 3,44 volts. Donc là, j'ai mis deux petits fils aux bornes de ma résistance R2 qui est ici. Donc je vais prendre le premier et on va vérifier que lorsque je mets un contact ici, alors le contact n'est pas bon, je vais essayer de faire voilà, sans toucher. Ici, vous voyez, voilà, il y a un faux contact, j'en suis désolé. On va essayer d'améliorer les choses. Voilà. Vous voyez donc la mesure de la tension V2 qui me donne bien, comme attendu, 3,44 volts. Très bien. Alors, la mesure que je viens de faire ici, c'était une mesure préliminaire. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec une tension alternative. Donc, je vous reprends d'ici quelques instants et on va regarder donc ce que donne cette mesure quand cette fois-ci, au lieu d'utiliser une tension continue, on utilise une tension alternative. Ici, donc, je vais utiliser mon GBF. Il est réglé pour l'instant à 1 kHz. On va déjà, dans un premier temps, régler son amplitude de façon à avoir du 5 volts crête, 5 volts demi-crête ou 10 volts crête à crête. Donc, pour ceci, je relie mon GBF ici par le biais de ce câble BNC à mon oscilloscope et on va aller mesurer le signal. Alors, pour l'instant, l'oscilloscope, je vais faire un zoom sur l'oscilloscope. Vous voyez, me donne aucun affichage au niveau de la mesure. La raison pour laquelle il ne se passe rien, c'est simplement parce que, eh bien, dans la pratique, là, le signal que j'applique est trop grand par rapport au calibre que j'utilise. Donc, vous voyez que là, j'ai juste des traits. Donc, il n'est pas capable, sur une telle configuration, de mesurer le signal. Il faut obligatoirement que le calibre soit adapté à mon signal. Je diminue le calibre et là, il fait une mesure. Alors là, j'ai du 44 volts. Alors vous pouvez dire c'est un peu monstrueux, 44 volts. Le problème, c'est simplement que ici, sur cette voie, je n'utilise plus la sonde de mesure, mais j'ai un lien direct. Alors je peux me le permettre parce que je suis à relativement basse fréquence, mais simplement, il va falloir que je remette mon facteur sonde à une fois par rapport à ce qui était tout à l'heure. Il faut réappuyer sur voie 1 et appuyer sur le facteur d'atténuation pour le ramener de nouveau à 1. Que voici. Retour, et nous voilà. Là, normalement, la mesure, 4,4 volts, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Alors, là, le signal créneau, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un signal sinusoïdal. Donc, je vais modifier, je vais changer la forme du signal pour obtenir un signal sinusoïdal. Et, secondo, ce que je veux, c'est un signal ayant une amplitude de 5 volts. Donc, ça veut dire qu'en termes de valeur crête à crête, je dois avoir 10 volts. Donc, je vais augmenter l'amplitude pour avoir 10 volts crête à crête. Donc, pour ça, à chaque fois, il faut que je modifie mon calibre pour avoir l'affichage qui me permette d'obtenir la valeur correspondante. Donc là, je suis quasiment à 10 volts, 12 volts, je vais diminuer. Voilà, j'ai un signal de 10 volts crête à crête. Je peux vérifier éventuellement
au multimètre la bonne valeur. On verra ça après. Alors, j'ai donc un signal 1 kHz, 5 volts, demi-crête ou 10 volts crête à crête. Et je vais l'appliquer sur mon bornier. Alors, pour faire ceci, j'ai plusieurs options au niveau de la connectique qui est à notre disposition. Voilà. En l'occurrence, on a à notre disposition des connectiques qui sont très pratiques. Ce sont des connectiques BNC banane, comme ceci. D'un côté, j'ai un connecteur BNC qui va me permettre de le relier à mon GBF, générateur basse fréquence, qui me fournit le signal alternatif, je reviens dessus rapidement, qui est là-haut. Je vais le relier à mon GBF. Vous voyez que j'ai mis ici un T qui me permet d'avoir une dérivation et de sortir d'une part un fil qui va sur mon oscilloscope pour observer le signal d'origine. Et ensuite, je vais prendre donc, voilà, mon connecteur BNC banane que je vais aller placer sur ma plaquette. Donc pareil que ce que j'ai pu faire tout à l'heure pour la mesure en continu, mais simplement cette fois-ci, les deux connecteurs sont de l'alternatif. Donc je les place sur ma plaquette. Et on va commencer à faire un peu de mesure physique un peu plus évoluée. Pour effectuer donc cette fois-ci ma mesure sur ma plaquette, je vais utiliser la sonde de mesure et je vais utiliser la deuxième voie que voici. Donc voici ma deuxième voie, je vais l'utiliser. Alors pour l'instant elle n'est pas enclenchée. Pour l'enclencher, je vais appuyer sur le bouton qui est ici, le bouton 2, ce qui va me faire apparaître mon signal de la voie 2. Pour l'instant c'est un signal plat puisqu'il n'y a pas de signal et je vais aller le connecter directement sur ma plaquette. Alors simplement, je vous fais un petit zoom sur la plaquette pour que vous voyez. Ici, dans la pratique, ma sonde, comme elle a des connectiques qui me le permettent, d'une part j'ai un petit crochet, je vais l'accrocher directement sur ma résistance, ce sera plus pratique, et l'autre, la petite fiche crocodile, je vais l'attacher dessus comme ceci. Donc là, j'ai fixé ma sonde de mesure à mon point de mesure, à savoir ma résistance R2, et je vais aller mesurer à l'oscilloscope si ce que j'observe correspond à la valeur attendue. Allez, on retourne sur l'oscilloscope. Je vais faire un zoom sur l'oscilloscope pour avoir, donc cette fois-ci, visualisé nos deux signaux, que voici. Et on va regarder ce que nous donne l'oscilloscope en termes de mesure. Donc, la voie 1. On a donc la voie 1 correspond à l'affichage en jaune. Ça, c'est ma voie 1. Je vais faire apparaître l'écran en entier. Voilà, l'affichage en jaune, c'est la voie 1. Pardon, je vais y arriver. La voie 1, l'affichage en jaune, qui correspond au signal qui provient directement du générateur alternatif, et la voie 2 en bleu qui correspond donc à ce que je mesure actuellement sur ma plaquette qui est ici, qui est juste en dessous, si j'y arrive à vous la montrer, la voici. Donc ça c'est la voie 2, c'est la sonde de mesure qui est ici. Alors on va effectuer les mesures. Alors ces mesures on pourrait les effectuer directement par rapport à l'affichage, je vous rappelle. Dans la pratique, bien souvent, on le fait en utilisant les capacités de mesure de l'oscilloscope. En l'occurrence, je vais appuyer sur le bornier mesure et on va aller regarder un peu les valeurs que m'offre la voie 2. Donc pour ça, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 crans ici qui vont permettre d'effectuer 5 mesures distinctes. Alors je vais laisser les mesures qui sont ici pour la voie 1 et je vais aller regarder ce que j'observe pour la voie 2. Donc j'appuie sur ce bouton, donc là il est déjà réglé sur voie 2 et puis on va choisir ce que l'on va mesurer. En l'occurrence on va aller mesurer par exemple l'amplitude crête à crête de la voie 2. Voilà. Pareil, je vais modifier celui-ci, là je vais changer, la source était la voie 1, je vais le modifier, je vais mettre voie 2 et on va aller sélectionner par exemple la valeur efficace. Que voici. Alors, on va revenir un peu à la théorie. Donc, je vous rappelle ici, donc, le principe est toujours le même, à savoir que
l'on doit avoir, on applique ici une tension de 10 volts et que on mesure la tension aux bornes de la résistance, donc on doit avoir une tension qui va être affectée par un facteur qui est lié au rapport des résistances. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, histoire de recoller avec les valeurs d'amplitude telles qu'elles sont définies, telles qu'on sont définies habituellement, on va voir si éventuellement on ne peut pas prendre la tension demi-crête. Je regarde avec vous, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la tension demi-crête, sinon il faudra diviser simplement par 2. Non, on ne peut pas avoir la tension demi-crête. Donc je reviens à crête. C'est la seule valeur en termes d'amplitude globale qui est permise. Voilà. Donc on a 9,84 volts. Alors, on a une petite chute de tension par rapport à tout à l'heure. On avait réglé tout à l'heure à 10 volts. La raison pour laquelle ici on n'a plus 10 volts, c'est parce que maintenant on a une tension on a un courant qui circule dans notre circuit. Si éventuellement je déconnecte mon bornier, pardon, je vous montre, si je déconnecte ici mon bornier rouge, hop, vous allez voir, on va revenir à 10 volts. Donc en fait, le fait de faire circuler un courant dans mon circuit, eh bien ça a créé une chute de tension qui est liée dans la pratique à la résistance ou l'impédance interne de mon générateur. Ce n'est pas un générateur idéal, c'est un générateur, en termes de modèle équivalent, c'est un générateur de Thevenin avec une impédance interne, en l'occurrence de 50 ohms, ce qui fait que lorsque je débranche, j'ai une tension à vide de 10 volts. Par contre, lorsque je branche mon générateur sur mon circuit, eh bien, j'ai un courant qui circule et donc je vais avoir une chute de tension qui va apparaître. Alors, oui, on reste à 10 volts parce qu'en fait, il y a un composant qui s'est détaché de la plaquette. Je vais le reconnecter. Voilà, une fois qu'il est reconnecté, une fois que le courant circule, on observe bien une chute de tension qui est lié donc à cette impédance interne de mon générateur. Donc, en termes de mesure, j'ai une mesure donc, de 9,84 volts et bien le 6,8 volts que j'observe sur la voie 2, c'est donc le rapport R2 sur R1 plus R2, donc c'est-à-dire R2 c'était 2,2 ohms, 2,2 divisé par 1 plus 2,2, qui me donne ce facteur multiplicatif et il me donne les 6,8 volts. En l'occurrence, d'un point de vue théorique, eh bien, en termes de valeur efficace, si on avait donc 5 volts crête ici, je vous donne les valeurs théoriques. 5 volts crête, pardon, je vais bloquer la caméra pour éviter qu'elle bouge, voilà. 5 volts crête, eh bien, ou 5 volts d'amplitude divisé par racine de 2, ça me donne 3,53 volts. Ça, c'était la théorie avec une amplitude crête à crête de 10 volts. Dans la pratique, compte tenu qu'on a un petit peu moins, on trouve une amplitude efficace un petit peu moins, 3,47 volts. Et pour la tension sur la voie 2, eh bien, on devait avoir normalement 2,43 volts et on trouve, vous voyez, 2,38 volts. Voilà pour cette première mesure. On va donc arrêter ce premier montage et on va poursuivre dans des montages un tout petit peu plus complexes, toujours utilisant l'oscilloscope et le GBF. Deuxième montage de cette série. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser 2 résistances, comme vous pouvez le voir sur la plaquette de montage, j'ai utilisé une résistance que voici, une résistance de 10 kΩ en l'occurrence. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller vérifier le code couleur associé, marron, noir, orange, si je ne dis pas de bêtises, et également une capacité, cette fois-ci, que je vais vous présenter tout de suite, capacité que voici, une capacité donc, une simple capacité, ce n'est pas une capacité chimique, une capacité ayant pour valeur 4,4 nanofarad. Je ne sais pas si on arrivera à le lire sur le composant, je ne pense pas.
Non, on n'arrivera pas. Il ne veut pas faire le zoom, c'est écrit trop petit. Donc vous êtes obligé de me croire sur parole. C'est une capacité de 4,4 nanofarad. Donc je vous montre le montage que j'ai réalisé. C'est le même montage que tout à l'heure avec le pont diviseur avec mes deux résistances. J'ai donc une résistance, donc mon entrée, le plus que voici, ma résistance, ma capacité que voici, qui vient en série avec la résistance et qui retourne au moins, qui est ici. Donc tout ceci est relié à mon GBF, comme précédemment. C'est relié donc à mon GBF qui est ici, le voici, qui me fournit un signal alternatif, une torsion sinusoïdale, créneau. Et on va regarder un peu cette fois-ci comment évolue l'amplitude respective du signal d'entrée et du signal de sortie en fonction de la fréquence. Donc, comme vous le savez, puisqu'on a vu en cours, donc vous n'avez aucune excuse de ne pas le savoir, eh bien, le montage correspondant à une résistance et une capacité en série, c'est un montage passe-bas, c'est un filtre passe-bas, c'est le filtre le plus simple qu'on puisse faire. Alors, dans la pratique, je vous avais dit qu'on évite de faire un montage comme ceci où on a juste une résistance et une capacité. On préfère utiliser un montage utilisant un AOP, c'est beaucoup plus correct d'un point de vue électrique. Mais quoi qu'il en soit, cela fonctionne. Donc on va voir son fonctionnement et on va aller regarder un peu l'évolution en fonction de la fréquence. Alors, je vais déjà me placer à basse fréquence. On va se mettre à une première fréquence de 500 Hz pour démarrer. Et on va regarder ce que nous fournit, donc en entrée-sortie, notre signal. Donc vous voyez, j'ai repris ma sonde de mesure. La sonde de mesure, je vais aller la brancher sur ma capacité pour mesurer la tension aux bornes de la capacité. Je vais régler, donc là, j'ai déjà réglé la base de temps. Ici, je vais régler les amplitudes pour avoir une visualisation correcte de mes signaux. Vous voyez que mes deux signaux ici sont quasi superposés. Pour information, on peut décaler éventuellement les signaux grâce à ces deux boutons dits de position qui permet de décaler les signaux quand, dans l'éventualité où ils soient superposés. Le zéro des signaux est signifié, vous voyez sur la gauche, par ces petites flèches. La flèche 1 me donne le 0 pour le signal 1 et le 2 me donne le 0 pour le signal 2. Donc voici mes deux signaux qui sont ici quasiment identiques puisqu'ils se superposent. Et quand j'effectue les mesures, vous voyez pour le signal 1, j'ai 4,92. Pour le signal 2, j'ai un tout petit peu moins, 4,84 volts. Donc le signal 1, je vous rappelle, c'est le signal provenant du GBF, du générateur de fréquence, du générateur alternatif, celui qui me fournit ma tension alternative. Et le signal 2, c'est la tension aux bornes de la capacité. Donc je vous remonte ça d'un point de vue théorique. Théoriquement, voici le montage que j'ai. J'ai donc un générateur alternatif et mon montage, c'est une résistance et une capacité. Donc, j'observe sur la voie 1 de mon oscilloscope mon signal d'entrée E de T et je mesure sur la voie 2 le signal de sortie sur la capacité. Et théoriquement, le rapport du signal V aux bornes de la capacité sur le signal d'entrée correspond en termes de fonction de transfert à un filtre passe-bas. Ce filtre passe-bas, d'un point de vue théorique, correspond à une fréquence de coupure oméga C qui est égale à 1 sur RC. Ou si je traduis ça en termes de fréquence en Hertz, 1 sur 2pi fois RC. Et dans mon cas présent, ma capacité que je considère ici vaut 4,4 nanofarad, la résistance 10 kΩ, ce qui doit me donner une fréquence de coupure de 3,6 kΩ. Donc on va aller vérifier le comportement et on va aller vérifier entre autres que pour la fréquence de coupure, c'est-à-dire si je me place exactement à une fréquence de 3,6 kHz, j'écris n'importe quoi, je corrige. Ce ne sont pas des ohms mais des hertz bien évidemment quand on parle de fréquence, honte à moi. Donc pour une fréquence de 3,6 kHz, on va aller vérifier que, eh bien, ma tension sur ma capacité, c'est la tension d'entrée divisée par racine de 2. C'est le G0 moins 3 décibels qui correspond en termes d'amplitude à un facteur racine de 2. Donc en l'occurrence ici j'ai réglé mon GBF pour avoir une tension crête à crête
de 5 volts. Je vais parler ici uniquement en termes de tension crête à crête. C'est équivalent de 5 volts. Je dois donc avoir en sortie 5 divisé par racine de 2, environ 3,5 volts. On va vérifier cette valeur. On va regarder le comportement global de ce fil, c'est-à-dire le rapport signal de sortie sur signal d'entrée. On va effectuer un certain nombre de mesures et on va regarder et ensuite on cherchera à tracer le gain de cette fonction de transfert sur du papier millimétré. Alors, allons-y. Donc là, voie 2, je mesure la tension en borne de ma capacité. Donc c'est le signal en jaune. Et vous avez la fréquence qui est affichée ici. Vous avez l'amplitude du signal 1, crête à crête, le signal fourni par mon GBF. Et ici, vous avez l'amplitude crête à crête du signal 2, 4,8 volts. Donc c'est légèrement inférieur. Je pense que si on se plaçait à encore plus basse fréquence que je vais faire tout de suite, par exemple 100 Hz, eh bien, on aurait quasiment les deux mêmes signaux, ce qui est, on se rapproche, on est 4,92 pour la voie 1, 4,88 pour la voie 2. Là, on ne voit pas le signal 2, il est encore mieux superposé, mais il est présent. Vous voyez que si je le décale, on le réobserve. Donc, je vais le remettre superposé. Donc, plus je me passe à basse fréquence, plus je m'éloigne de la fréquence de coupure, plus mes deux signaux en entrée et en sortie sont identiques. C'est le principe d'un filtre passe-bas. C'est en sortie et en entrée, je dois avoir la même chose. Le signal passe à travers mon circuit. Par contre, quand je vais monter en fréquence, là, on va commencer à observer des variations. Donc, je vais monter la fréquence de 100 Hz en 100 Hz pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Donc, allons-y, 200, 300, 400. Alors, il a une petite inertie, le compteur. La mesure, je vais remettre la base de temps pour observer correctement mon signal. On a 400 Hz, continuons, 500, je vais aller un peu plus vite, 700, 1000. Donc, ce qu'on commence à observer, et qui signifie que quelque chose se produit, c'est que déjà, primo, on observe entre nos deux signaux un décalage, un déphasage. Je vais essayer de trouver un stylo pour vous montrer ça. On observe, vous voyez, entre la voie 1 et la voie 2, un décalage, un déphasage. Je vais zoomer sur l'écran pour que ce soit le plus lisible possible. Voilà. Je disais donc, on commence à observer entre la voie 1, le signal d'entrée en jaune, et la voie 2, le signal de sortie, un décalage, un déphasage. Vous voyez que les deux sont légèrement décalés dans le temps. Ça, c'est un déphasage. C'est l'observation physique d'un déphasage. Et d'autre part, vous voyez que l'amplitude de mon signal 2 commence à diminuer. Je n'ai plus que 4,4 volts. Donc c'est quand je vais commencer à me rapprocher de ma fréquence de coupure, eh bien mon signal de sortie va petit à petit se déphaser, se décaler, et son amplitude va petit à petit diminuer. Théoriquement, quand je vais être à pile poil la fréquence de coupure, j'aurai une amplitude de 3,5 volts environ, et un déphasage de pi sur 4. C'est-à-dire que je devrais me situer entre le maximum là et le minimum de mon signal d'entrée. Alors, je vais augmenter. J'étais déjà à 1,6 kV. Je continue à augmenter la fréquence. Je modifie en même temps la base de temps pour que l'affichage soit le plus précis possible. Je suis à 2,4. Je continue et je vais me rapprocher de la fréquence de coupure. Voilà, 3,6. Je reviens. Nous sommes à 3,6 kHz. Donc, la fréquence des coupures théoriques. Et on mesure bien une fréquence pour la voie 2 d'environ, vous voyez, ça fluctue un peu entre 3,52 et 3,56. Théoriquement, on avait défini que ça devait faire 3,53 volts, ce qui est quasiment le cas. D'autre part, eh bien, comme je vous disais, on a le décalage entre ma voie 1 et ma voie 2, mon signal d'entrée et mon signal de sortie sur ma capacité qui se sont décalés. Pareil, histoire de visualiser les choses, on peut se placer. Voilà, je vais me placer ici. Vous voyez, j'ai placé pile poil. Je vais plutôt placer le maximum. Voilà, avec ce bornier, on peut décaler le signal dans le temps. Donc, je vais le mettre sur une graduation bien précise. Vous voyez qu'ici, je suis quasiment à la moitié entre le maximum et le minimum
pour le maximum de ma voie 2. Ce qui signifie que d'un point de vue mathématique, si je dois traduire ça en termes de décalage angulaire, eh bien ça correspond à un décalage de pi sur 4. On vérifiera ça après. Alors, même on peut le faire tout de suite. Éventuellement, on va mesurer, eh bien, à quoi correspond ce décalage. Donc, d'un point de vue physique, ce décalage correspond à un décalage dans le temps. Je vous rappelle, on manipule des signaux alternatifs variant au cours du temps. Donc, quand on parle de déphasage, c'est physiquement un décalage dans le temps. Cependant, on peut le traduire en termes de fréquence. Et on va voir mathématiquement à quoi ça correspond. Donc, déjà au niveau de la mesure, voyons voir ça un peu plus précis. Je vais zoomer un petit peu pour pouvoir donc faire ma mesure. Et donc, le principe de ce décalage, c'est que, eh bien, par exemple, le maximum ne sont plus au même endroit ou le zéro ici ne sont plus au même endroit. Donc, je vais zoomer encore plus, par exemple, et je vais m'intéresser à ce zéro. Et on va regarder le décalage que l'on a entre les deux zéros de mon signal d'entrée et de mon signal de sortie. Donc, je vous rappelle le principe de la mesure. Le décalage, pour faire une mesure en termes de temps, je vais utiliser, eh bien, la base de temps. La base de temps qui est rappelée ici. Là, l'indication qui est 10 microsecondes veut dire que j'ai, pour chaque carreau, 10 microsecondes. Donc, vous voyez que j'ai manipulé ici de façon à placer mon signal sur une graduation. C'est simplement pour me faciliter la mesure. Donc là, j'ai placé le signal d'entrée sur une graduation verticale et je vais compter le nombre de carreaux qui me séparent de mon signal de sortie. Donc j'ai 1, 2, 3 et si on veut être précis, j'ai 3,2 carreaux. Donc j'ai ici 3,2. Je vais le noter sur la feuille sur ma feuille et je vous montre ça tout de suite. J'ai donc 3,2 carreaux. Chaque carreau correspond à 10 microsecondes. 10 microsecondes. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai 10 fois 3,2, 32 microsecondes d'écart entre mes deux signaux, mon signal d'entrée et mon signal de sortie. Alors, on va revenir maintenant à un affichage plus correct. Comment revenir à un déphasage? Pour ça, eh bien, on va se baser sur la mesure de la période. Alors je vais l'afficher ici, par exemple, je vais enlever la valeur efficace et je vais afficher la période. La période correspond au temps associé à, comme vous vous en doutez, un aller-retour ou une oscillation complète. Donc ce temps, d'un point de vue, si je fais une correspondance, voici. Si je fais une correspondance d'un point de vue mathématique avec une valeur angulaire, une période correspond à une oscillation complète de pi en termes angulaires. Donc ici, j'ai une période qui vaut, d'après la mesure, 277, il oscille beaucoup, on va prendre la valeur moyenne de 77,6 si vous le voulez bien, 277,6 microsecondes, et je sais qu'en termes angulaires, ça correspond à 2π, ou 360 degrés. On va convertir ça en degrés, ce sera plus simple pour exprimer les choses. Donc, moi je cherche à quoi correspond 32 microsecondes en termes angulaire, eh bien c'est une règle de 3 qu'on va être amené à faire. Je vous montre ça à l'écran, ce que je viens d'écrire sur ma feuille. Donc ce que je viens d'écrire, c'est que on a mesuré l'écart entre mes deux signaux entrée-sortie qui correspond à 3,2 carreaux. Un carreau, je sais d'après la base de temps que ça correspond à 10 microsecondes. Donc ça veut dire qu'en termes temporels, j'ai un écart entre mes deux signaux de 32 microsecondes. Et donc ici, eh bien, une période correspond, d'après mon oscilloscope, à 277,6 microsecondes. En termes angulaires, ça correspond à 2π, une rotation, une oscillation complète. Donc vous voyez que pour déterminer à quoi correspond en termes de déphasage, j'aurais dû noter phi, je vais le faire tout de suite, en termes de déphasage, mes 32 microsecondes, il suffit de faire une règle de 3. Alors, on va effectuer cette règle de 3 tout de suite. Je prends une calculatrice. Je vous demande juste un petit instant pour effectuer cette mesure.
ce calcul, pardon. Alors, j'ai donc 32 microsecondes divisé par 277,6 microsecondes. Ça, c'était ma période, que je multiplie par donc 360, et normalement, le résultat me donne la valeur angulaire. Et la valeur attendue, c'est donc théoriquement pi sur 4 ou 45 degrés. Et je trouve ici 41,5 degrés. Alors, ce n'est pas exactement 45 degrés. Donc, on trouve 41,5 parce qu'on ne doit pas être exactement à la fréquence de coupure. Donc, il y a un léger décalage, mais en tout cas, on est relativement proche de la valeur attendue, qui est donc 45 degrés ou pi sur 4. Voilà le principe. Alors, on va continuer à explorer un peu la fréquence. On va continuer à augmenter la fréquence. J'étais donc là à la fréquence théorique de coupure, celle qui doit donc me donner une amplitude correspondant à l'amplitude d'entrée divisée par racine de 2, et en termes de déphasage à pi sur 4 ou 45 degrés. Et le principe d'un filtre passe-bas, c'est que plus l'on va monter en fréquence, plus le signal d'entrée va voir son amplitude décroître et va tendre, en termes de décalage de déphasage, vers pi sur 2. Pi sur 2, quand on sera à pi sur 2, ce à quoi on s'attend, c'est que notre signal de sortie, eh bien, le maximum correspondra à un 0 pour mon signal d'entrée. Là, je serai avec un déphasage de pi sur 2. Donc, on va voir ça. Je vais continuer à augmenter la fréquence. Je vais augmenter la fréquence un peu plus vite. Je vais augmenter de 1 kg en 1 kg. Voilà. Donc, on va déjà se mettre à 4 kg et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais augmenter de 1 kg en 1 kg, donc 5 kg. À chaque fois que j'augmente la fréquence au fur et à mesure, eh bien, je ferai varier la base de temps pour la lisibilité. Donc, ce qu'on constate, vous voyez que c'est l'amplitude du signal de sortie diminue. Les deux signaux ont même base de temps. Si on regarde leur amplitude, là on a 5 volts toujours pour le signal d'entrée, mais cette fois-ci on n'a plus que 1,8 volts pour notre signal de sortie. Et plus l'on va monter en fréquence, là on est déjà à 10 kHz, plus l'on va monter en fréquence, plus l'amplitude va diminuer. Donc je continue, 11 kg. Je vais modifier la base de temps pour améliorer l'affichage. Voici. Et donc, comme attendu, eh bien, on a notre signal de sortie dont l'amplitude décroît énormément. Et je vais améliorer les choses, voici. Et donc, on constate en termes de déphasage, alors là j'avais la même base de temps pour les deux signaux, je vais modifier la base de temps pour la voie 2, simplement pour le visualiser un peu plus proprement. Voilà. Vous voyez qu'en termes de déphasage, eh bien cette fois-ci, mon maximum correspond quasiment ici, mon maximum de la voie 2, la tension aux bornes de ma capacité, correspond quasiment au 0, ce qui signifie qu'en termes de déphasage, on est dans la situation du cos et du sin, par exemple. Le cosinus et le sinus sont en termes de déphasage décalé de pi sur 2 par rapport à l'un à l'autre. Eh bien, on est bien dans la situation du cos et du sin. On a bien un déphasage de pi sur 2 entre mon signal d'entrée et mon signal de sortie. Et on observe bien donc une amplitude qui devient extrêmement petite, qui a été complètement atténuée par rapport à mon signal d'entrée. On a toujours quasiment 5 volts. Cette fois-ci, on n'a plus que 0,6 volts pour mon signal de sortie. On a donc ici mis en évidence un filtre passe-bas. On a donc réalisé ici un filtre passe-bas en mesurant donc comme tension de sortie la tension borne de la capacité. Voilà pour le principe. Alors, la deuxième partie de cette manip va consister maintenant à essayer de tracer ce filtre passe-bas, de le tracer sur une feuille semi-logarithmique, de tracer eh bien, le gain associé à ce filtre passe-bas. Donc je vous retrouve dans quelques instants, on va effectuer les mesures associées et on va donc tracer ça sur une feuille semi-logarithmique. Bien, je vous reprends donc pour ces mesures du gain en fonction de la fréquence qu'on va chercher à tracer. Donc pour ceci, j'ai
fait un petit tableau donc, dans lequel je vais faire un certain nombre de mesures de ma tension d'entrée, de ma tension de sortie en fonction de la fréquence. Et à partir de là, on va calculer la norme de la fonction de transfert correspondant à ce rapport entre l'amplitude de la tension de sortie et l'amplitude de la tension d'entrée. Alors, en l'occurrence, on va mesurer une tension crête à crête, mais ce n'est pas problématique, hein. C'est un facteur 2, donc comme on mesure pour les deux tensions une tension crête à crête, on a tout à fait le droit. Ça nous donnera donc la norme de la fonction de transfert en fonction de la fréquence, et de là, je pourrai calculer le gain en décibels. Donc vous voyez que j'ai rapporté un certain nombre de valeurs, je vais faire des mesures, donc je vais commencer à 100 Hz, 500, 1 kHz, 2 kg, ensuite je vais être un petit peu plus précis, là vous voyez au voisinage de la fréquence de coupure, je ferai une mesure à 3 kg, 3,6, 4 kHz, puis ensuite à 5, 6, 10 kHz, 20 kHz et 40 kHz. Donc quand je m'écarte de la fréquence de coupure, j'augmente un peu, vous voyez, l'écart entre les valeurs. Donc on y va, donc le principe de mesure, on l'a fait précédemment, je vais me placer donc à 100 Hz pour cette première valeur et on va mesurer les amplitudes. Donc, alors, je recalibre les grandeurs, donc je modifie base de temps pour avoir un affichage correct pour cette fréquence et éventuellement les calibres ici, les nombres de volts par carreau pour pareil avoir un affichage en termes d'amplitude correct. Ensuite, à partir de là, je peux faire ma mesure directement sur ce que me donne l'oscilloscope. Donc je mesure ici une tension d'entrée de 4,92 volts et en sortie de 4,88 volts. Et l'on continue. Je passe à 500 Hz. Voici. De nouveau, je modifie ma base de temps pour avoir l'affichage optimal. Je mesure une tension toujours de 4,92 volts pour ma tension d'entrée et de, cette fois-ci, 4,84 volts pour ma tension de sortie. Je passe à 1 kHz. Que voici. 1 kHz, je modifie la base de temps de nouveau. Cette fois-ci, je mesure 4,92 volts. La tension d'entrée ne change pas, elle est fournie par le générateur, le GBF, donc logiquement elle ne doit pas changer. Je préfère la relever à chaque fois parce que éventuellement on peut avoir une chute de tension qui se produit selon l'impédance du circuit, comme l'impédance dépend ici de la fréquence, on peut avoir une éventuelle chute de tension, donc je prends la précaution de la renoter à chaque fois. Et donc la tension de sortie, 4,68 volts. Donc on réobserve cette petite chute de tension. Je me place à 2 kg et je recommence. Et ainsi de suite. 4,92 toujours pour la tension d'entrée, 4,32 pour la tension de sortie. 3 kg, j'avance, je ne touche pas la base de temps. Là, vous voyez que ma tension a légèrement... Ah non, je suis un peu plus proche de 5 volts cette fois-ci que de 4,92. Donc je vais le renoter, 5 volts et tension de sortie 3,84. Le fait que ma tension ait changé, c'est que compte tenu que j'ai changé la fréquence, j'ai changé l'impédance du circuit. L'impédance du circuit dépend de la fréquence, hein, je vous rappelle. Et donc, si je change l'impédance, potentiellement, je change le courant qui circule dans le circuit. Et donc, la chute de tension éventuelle dans le circuit change. D'où les modifications de tension. Je vais me mettre à 3,6 kHz, la fréquence théorique de coupure. Donc là, j'ai toujours environ 5 volts. Je prends la valeur moyenne entre les deux valeurs sur lesquelles ça oscille. Donc là, il s'est stabilisé à 5 volts pour l'entrée. Et la sortie, 3,52. Je continue, 4 kHz. Pardon, 4 kHz. Voilà. 4 kHz. Je vais modifier un peu la base de temps. Voici. Je continue mes mesures, donc 5 volts et 2,96 en tension de sortie. 5 kHz, pardon, j'étais à 5 kHz, j'ai écrit des bêtises. Donc c'était 5 volts ici et 2,96. Je vais refaire la mesure à 4 kHz. Voici. Donc 5 volts et 3,36 volts, pardon. Je modifie. 3,36.
6 kHz. Ensuite, on va accélérer un peu. Donc, toujours 5 volts en entrée et en sortie 2,64. Je vais passer directement à 10 kg. Je modifie ma base de temps. Et de nouveau, vous voyez que l'amplitude de mon signal de sortie, cette fois-ci, a diminué. De façon à améliorer ma mesure, je vais augmenter le calibre associé à la voie 2. Je vais augmenter le calibre. Je vais mettre plutôt diminuer le calibre. Je vais prendre où j'avais précédemment un calibre de 1 volt. Je reviens. J'avais un calibre de 1 volt. Je vais maintenant passer à un calibre de 500 mV ou 0,5 volts. Je ne peux pas aller plus grand parce que cette fois-ci, je dépasse l'affichage et ma mesure sera faussée. Donc 500 mV qui me donne donc en entrée 5 volts et en sortie 1,72 volts. Je continue, je passe à 20 kHz. Donc de nouveau, l'amplitude de mon signal de sortie a diminué. Je remodifie la base de temps et je modifie de nouveau le calibre pour la voie 2 pour avoir l'affichage le plus optimal. Donc 200 mV pour la voie 2 par carreau comme calibre. Et donc je mesure 4,96. Je vais prendre la valeur telle qu'elle est affichée. 4,96 et en sortie 920 mV ou 0. Ça fluctue, je vais le laisser. On va prendre une moyenne, on va prendre 908 volts ou 908 millivolts. Et dernière mesure à 40 kHz et on arrêtera là. De nouveau, je modifie la base de temps et la voie 2 pour avoir le meilleur affichage. Voie 2, donc, alors voie 1, j'ai 4,94-92. On est revenu à 4,92 volts, étonnamment. Et la voie 2, donc voie de sortie, 0,464 si on prend la moyenne des deux. 0,464 volts ou 460 millivolts. Voilà, je vais maintenant faire le calcul de la norme, de la fonction de transfert et du gain, et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends donc pour le tracé de ce diagramme de Bode, donc courbe du gain de notre filtre. Donc j'ai ici fait les calculs du gain. Donc pour chaque fréquence, donc on avait relevé la tension de sortie et la tension d'entrée. Ici, donc, à chaque fois, j'ai fait la mesure, je ne les ai pas notés, c'est une erreur de ma part, je les ai oubliés de les noter au fur et à mesure, mais en tout cas, j'ai mesuré le rapport tension de sortie sur tension d'entrée, donc qui me donne la norme de la fonction de transfert, et j'ai calculé ce qui nous intéresse, à savoir le gain qui correspond à 20 log de cette norme de cette fonction de transfert. Donc jusqu'à, grosso modo, on va dire 1 ou 2 kHz, on est quasiment constant. On a une très très légère chute de moins de 1 décibel du gain. Le gain est au départ de quasiment 0, moins 0,1. J'ai arrondi ici à un chiffre après la virgule, deux chiffres significatifs. Moins 0,1. À 2 kHz, on arrive à moins 1,1. Et comme je vous disais, pour 3,6 kHz, aux arrondis près, on obtient un gain de moins 3 décibels, qui correspond au gain attendu pour la fréquence de coupure. Puis ensuite, le gain décroît avec la fréquence 4, 5, 6, 10, 20, 40 kHz. Vous voyez que le gain décroît au fur et à mesure. Et point remarquable, alors toujours aux arrondis près, mais vous voyez que quand je passe de 10 à 20 ou de 20 à 40 kHz, qui correspond d'un point de vue variation de fréquence à une octave, j'ai une variation quasiment de 6 décibels, ce qui est attendu. Alors c'est un petit peu moins que 6 décibels, mais c'est en tout cas la valeur théorique attendue de 6 décibels. Alors, on va représenter ces valeurs maintenant sur le graphique, le diagramme de Bode. C'est pour ça que je vous ai sorti ici une courbe de papier, donc dit semi-logarithmique. L'appellation semi-logarithmique, je vais faire un zoom, vient du fait que je cadre et je zoome et je vous montre ça dans son entier. Donc l'appellation semi-logarithmique vient du fait que ici les graduations sur l'axe des ordonnées est une graduation linéaire, classique,
les carreaux sont équidistants. Par contre, la graduation, vous voyez sur l'axe des abscisses, est une graduation dite semi-logarithmique. On le voit tout de suite par le fait que les graduations ne sont pas équidistantes. Ça, c'est la traduction d'une graduation semi-logarithmique. Donc, quand on a une telle graduation en présence, je vous rappelle le principe, on passe d'une graduation principale, par exemple celle-ci, à la suivante, en multipliant par 10. Donc par exemple, là, j'ai mis de façon arbitraire, parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus pratique, 100 kHz sur ce point, 100 Hz en ce point. Donc à la graduation équivalente suivante, qui est là, vous voyez que ça se répète, hein, là, ça se répète à l'identique. Donc cette graduation équivalente correspond à 1 kHz. Celle-ci à 10 kHz et celle-ci, eh bien, aurait été 100 kHz. Je n'ai pas eu de point ici à 100 kHz. À partir de là, donc, les sous-graduations, par contre, ne sont pas équidistantes. Vous voyez que, par exemple, ça, si c'est la graduation 100, cette graduation qui est ici, ça va être la graduation 200, celle-ci 300, 400, ça, ce sera 500, etc. Pareil, vous voyez, j'ai mis le 2 ici, 3, 4, 5, 6, qui seront les points dont je vais me servir. À partir de là, je vais placer mes points. Donc, alors, il y en a certains, ils seront quasiment sur le 0. Par exemple, à 100 Hz, je suis quasiment sur le 0. Je vais le mettre sur le 0. Donc, je place mon premier point, que voici. Deuxième point, donc c'est à 500 Hz, j'ai obtenu moins 0,2. De la même manière, hein, vu mon échelle ici, là j'ai moins 1, moins 0,5. Le moins 0,2, je ne pourrais quasiment pas le placer. Il est quasiment confondu avec le 0. Je suis ici. Ensuite, 1 kHz, j'ai moins 0,4. Je vais me placer. 1 kHz. Donc là, j'ai le moins 1. Moins 0,4 sera à peu près ici. Donc on commence légèrement à avoir une courbe qui commence à fléchir. Je continue les mesures. Moins 2 kHz. Donc, qui est ici, je vais placer ma règle pour le situer, 2 kHz, le voici, j'ai donc moins 1,1 décibel, moins 1,1, il est approximativement ici, à la moitié de la graduation, moins 2. Je continue, 3 kHz, j'ai moins 2,3, je vais le placer, moins 2, voilà, moins 2,3, un tout petit peu en dessous, voilà. Je continue. Ensuite, 3,6 kHz, j'ai donc mes moins 3 décibels. Le 3,6, pour info, il est entre le 3 et le 4, il est approximativement ce point. Alors c'est assez délicat de vous montrer à l'écran, en tout cas vous êtes obligé de le croire. Donc moins 3 décibels, que voici. Au milieu de ma graduation, j'avais mis un petit point pour me repérer au départ. Voici ma fréquence de coupure, ma valeur à fréquence de coupure, et je continue. 5 kHz, moins 4,5. Moins 4,5, il est approximativement ici. Moins 5, il est ici. Le voici. Je vérifie. Voilà. Je suis sur 5 kHz. 6 kHz juste à côté, le voilà. Je suis à moins 5,5. Donc moins, là j'étais à... pardon, je me suis trompé ici. Je suis juste au-dessus. Il n'est pas correct ce point. Moins 4, là c'est moins 5, moins 4,5, il est ici. Donc je l'ai décalé. Donc je disais moins 5,5 pour 6 kHz, donc moins 5 est ici. Je suis approximativement sur ce point. 10 kHz, moins 9,3. Allons-y, moins 9,3, le moins 9 est au milieu. Je suis approximativement, pardon, je le mets à côté, le voici, moins 9,3. 20 kHz, moins 14,8. Moins 14, le voici, je suis quasiment à moins 15, je vais le mettre sur la graduation moins 15, et 40 kHz, moins 20,5, que voici. Donc voici ma courbe, donc ma courbe de gain. Donc vous voyez qu'elle forme quasiment au-delà de la fréquence de coupure une droite, qui est la droite asymptotique attendue dans ce cas-là. Alors on a des petits écarts parce que je pense que je n'ai pas été très rigoureux en plaçant mes points, vous ne m'en voudrez pas. Donc je vais tracer cette droite asymptotique, la voici. Pareil, on voit qu'on a une droite asymptotique en dessous de la fréquence de coupure, je vais tracer, la voici. Et entre les deux, on a une déviation qui est liée au fait que ça ne passe pas nécessaire. Quand je suis entre les deux comportements asymptotiques, eh bien, j'ai un décalage, je vais le tracer en rouge, tiens, hop. Donc je le trace à main levée, hein. Je fais des petites... Voilà,
je vérifie que mon rouge fonctionne, je le trace à moins levé, je cherche à passer par mes points expérimentaux, que voici. Et ensuite, de toute façon, je retrouve ma droite asymptotique. Donc, la courbe que j'obtiens est bien une courbe typique d'un filtre passe-bas, avec cette pente caractéristique d'environ 20 dB par décade. Alors, on peut le vérifier, on peut vérifier qu'on a bien 20 dB par décade sur cette droite asymptotique. Si je prends par exemple le point 10 et le point 100, le point 100, je suis ici, le point 10, on l'a mesuré, il est ici. Ici, j'étais environ pour 10 kHz, on l'avait mesuré, il est sur ma feuille de notes, on l'avait mesuré à 9,3, c'était ce point. Donc, si j'ai bien 20 dB par décade, je devrais être moins 29,3, ce qui est quasiment le cas ici, vous voyez. Donc, la pente qu'on a obtenue est bien une droite de pente 20 dB par décade, moins 20 dB par décade. Et on a bien ici un décalage à la fréquence de coupure, donc 3,6, on a bien un décalage ici de 3 décibels. De moins 3 décibels. Voilà ce qui conclut donc ce premier montage très simple, donc une résistance-capacité, qui donc a mis en évidence ce comportement en filtre passe-bas de notre montage. Je vous fais un petit zoom pour conclure, et ceci donc termine ce premier tutoriel. Donc, on ne voit pas aujourd'hui encore l'amplificateur opérationnel comme je vous l'avais dit au départ. On le verra ça au prochain tutoriel donc, où on abordera le montage basé sur l'amplificateur opérationnel. On fera un montage donc dit suiveur et ensuite on abordera des filtres actifs dans la suite.